Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait une chaleur caniculaire ce week-end parce que le réchauffement climatique, tout ça. Donc j'espère que je vais pas me décomposer devant vous en flaque d'eau. Mais il est l'heure de vous parler de mes dernières lectures, de mes derniers livres lus. Je vous tenais à vous remercier encore une fois d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre mes péripéties livresques sur cette chaîne, puisque là on est quasiment à 180 je crois, ce qui est absolument fou. J'ai arrêté de réaliser depuis bien longtemps, mais ça continue à grandir de jour en jour et j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, donc je suis juste ébahie et extrêmement reconnaissante. Donc merci à tous et toutes d'être là depuis le début ou d'arriver progressivement, c'est juste ouf quoi. Donc merci beaucoup. Et du coup je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors j'ai comme d'habitude 5 livres à vous présenter et une novella, donc je vais vous parler de tout ça au fur et à mesure. Voilà. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est du coup le dernier livre que j'ai lu, puisque j'aime bien faire ça dans l'ordre chronologique. Ça attaque très bien cette vidéo, puisqu'on attaque ma période romance estivale et lecture un peu plus légère, puisque j'ai lu Briard et Université, le tome 3, The Play de Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman. Donc c'est le tome 3 de la série, qui est elle-même une série spin-off de Off Campus, aussi de Elle Kennedy, toujours chez Hugo Roman, dont le 5e tome, un petit peu novella, est sorti il y a pas très longtemps et me fait très envie parce que j'en ai entendu de très bons retours. Toujours est-il que donc ce tome-là se passe toujours à l'université de Briard aux États-Unis. On suit des jeunes gens qui étudient là-bas et notamment dans un cadre de hockey. Voilà. C'est assez chouette. En plus, le hockey, par ses chaleurs, c'est fort sympathique. Ça rafraîchit un petit peu. J'ai beaucoup aimé ce tome. On parle de Hunter qui est donc nouvellement capitaine de l'équipe de hockey et qui, après le fiasco qu'a été l'année dernière pour son équipe, croit-il à cause de ses frasques amoureuses, a décidé de faire une abstinence totale. Du coup... pour quelqu'un qui a priori avait une vie sexuelle absolument trépidante, c'est pas évident tous les jours, mais il s'y tient. Et il rencontre Demi, qui était dans une relation longue durée. En fait, ils seront réunis à l'occasion d'un projet scolaire dans leur classe de psychologie et du coup ils deviennent amis par ce biais-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'effectivement au départ leur relation est amicale avant d'être autre chose, et longtemps amicale, et c'est une très chouette relation amicale et c'est une très chouette relation tout court. Et le fait qu'elle soit amicale de prime abord, alors j'avais peur avec l'histoire de Demi qui est dans une relation longue, etc., que ça parte en cacahuète et qu'il y ait des tromperies. Et ça a été pas le cas, donc j'en suis extrêmement contente parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça dans les romances. Et donc là non, c'était très chouette, il y avait de la communication, voilà, la relation s'est finie pour une raison qui était complètement étrangère aux deux protagonistes. Et j'ai passé un super moment, j'ai trouvé que leur relation était top, qu'il y avait beaucoup d'humour, mais c'est toujours le cas dans les romans d'Elle Kennedy. J'aime beaucoup ces personnages d'une manière générale. On retrouve certains personnages qu'on avait déjà vus dans d'autres tomes et dans Off Campus aussi, et c'est toujours très sympa. Même si j'ai toujours une sensation un peu bizarre quand je retrouve des personnages d'autres tomes compagnons dans les tomes suivants. J'ai l'impression que c'est plus vraiment les mêmes personnages. Il y a un côté un peu... je sais pas, cette espèce de légende d'autres tomes, ça me fait toujours un peu bizarre. C'est un peu le cas ici, mais c'est moins le cas que dans certaines séries. Voilà, j'aime beaucoup cette série. J'ai le tome 4 à acheter, je pense cet été, parce que c'est vraiment des lectures parfaites pour la période estivale. J'aime beaucoup ce que fait Elle Kennedy d'une manière générale. Comme je vous l'ai dit, je pense que le tome 5 de Off Campus va pas attendre très longtemps dans ma wishlist non plus. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. C'était exactement ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai lu. C'est-à-dire une lecture légère, pas prise de tête, une romance très sympa, avec de la communication. Franchement,
tout ce que j'aime. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que je vous ai déjà présenté, mais avant sa sortie, et que je vous ai même pas encore présenté en book haul, puisque c'est pour l'instant, à l'heure où je vous parle, mon seul achat du mois de juin, parce que j'étais particulièrement raisonnable pour l'instant, mais je pense que la fin du mois de juin va être un petit peu plus compliquée, on va dire, en termes de raisonnabilité. Toujours est-il que pour l'instant, je suis extrêmement raisonnable, puisque je me suis acheté donc au début du mois de juin Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness, de Scarlett Sinclair, aux éditions Hugo. D'ailleurs, beaucoup de livres de cette update lecture, ces dernières lectures, sont des éditions Hugo, mais voilà, c'est ma période Hugo. C'est donc une réécriture d'Hadès et Perséphone, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les réécritures de ce mythe, que j'attendais avec grande impatience, puisque j'en avais déjà entendu parler quand il était sorti en VO, et il me tentait depuis lors, mais les choses ont fait que je me suis pas penchée sur la question en VO, et quand il est sorti en VF, c'était le moment. J'ai attendu un peu pour me jeter dessus, puisqu'il est sorti en mai, et je me le suis procuré que au mois de juin, et je l'ai lu en fait dans la foulée. C'était mon objectif pour ce mois-ci, de n'acheter que les livres dont j'étais absolument certaine de commencer la lecture directement. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. On verra si ça poursuit dans cette lancée. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est une réécriture assez moderne de Hadès et Perséphone, comme pouvait l'être Lore Olympus, dans le sens où c'est dans un monde qui pourrait être le nôtre actuel. Alors on nous parle de New Athènes, qui est une espèce de mégalopole moderne avec des voitures, des boîtes de nuit, etc. Et de Hadès, donc qui est effectivement le dieu des enfers, mais aussi gestionnaire de boîtes de nuit à ses heures perdues a priori. Et Perséphone est effectivement la fille de Déméter, déesse du printemps, tout ça, mais est aussi une étudiante à l'université qui essaie de vivre une vie normale entre guillemets, sans avoir l'espèce de carcan de cette déité au-dessus de la tête. Et donc ces deux personnages vont se rencontrer et avoir l'histoire d'amour qu'on leur connaît. Mais j'ai beaucoup aimé l'espèce d'ambiance un petit peu moderne, l'univers créé par l'autrice. J'ai trouvé que c'était vraiment très sympa, une belle réécriture des mythes d'une manière générale. Et j'ai bien aimé la relation Hadès et Perséphone. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de tension. Alors peut-être pas autant que je l'aurais souhaité. Moi j'aime vraiment bien les slow burn où vraiment la tension se construit au fur et à mesure. Là il y en avait, mais peut-être pas encore autant qu'il y aurait pu y en avoir. Voilà. Mais c'était quand même une lecture très agréable, ça se lit extrêmement vite. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé Perséphone qui globalement le point de vue qu'on suit dans ce tome-là et qui grandit un petit peu au fil des pages et essaye voilà de résister un petit peu à sa mère et à la relation qu'elle peut avoir avec elle, etc. Et apprend à maîtriser ses pouvoirs, puisque c'était aussi son gros problème au cours du récit. Donc voilà, il reste des choses à faire, c'est pour ça qu'il y a un deuxième tome, et je crois même d'autres tomes encore à suivre. Le deuxième tome est déjà paru chez Hugo, et je me tâte très fortement à le prendre incessamment sous peu, et à peut-être le lire dans la foulée, puisque, comme encore une fois, c'est mon objectif de ce mois-ci, ne pas rajouter de livres à ma pile à lire, mais peut-être en découvrir tout de même. Donc à voir, je verrai comment je m'en sors pour la fin du mois de juin, mais il n'est pas impossible que vous voyez le tome 2 assez rapidement. Donc c'était une bonne lecture, pas une lecture incroyable, probablement pas ma réécriture préférée d'Hadès et Perséphone, puisque il y a toujours un palais de colère et de brume qui, pour moi, est pour l'instant inégalé à ce titre, mais c'était très chouette, et j'ai passé un très bon moment. Voilà. Il fait si chaud, il fait si chaud, il fait si chaud. Allez. Donc, lecture suivante, toujours chez Hugo, décidément, je vous ai dit, hein, c'est la période des lectures un petit peu légères, et Hugo, c'est quand même beaucoup ça, pour moi. J'ai lu encore une romance dont je vous ai parlé dans mes achats livresques du mois de mai, qui me faisait très envie, et donc sur laquelle je me suis jetée. J'ai lu My Favorite Half Night Stand de Christina Lauren, du coup, aux éditions Hugo, que je prenais pour une romance épistolaire, alors qui l'est un peu, certes, mais qui n'est pas que ça, puisque c'est aussi un best friend to lovers, donc un meilleur ami amant. Ça raconte l'histoire de Millie, qui est une criminologue qui a un groupe de potes exclusivement masculins, qui sont tous des scientifiques qui travaillent dans le même laboratoire, et notamment Reed, qui est son meilleur pote dans cette bande-là.
et qui tous les deux commencent à se tourner un petit peu autour et à finalement coucher ensemble. Ils couchent ensemble dès le départ de ce récit, ce qui chamboule plus ou moins leur relation parce qu'ils se mettent finalement d'accord pour dire que c'était à cause de l'alcool et que ça doit rien changer, mais ça change un peu quelque chose quand même parce que forcément. Et en parallèle de ça, ils doivent trouver un cavalier pour une soirée et ils se disent que ils vont le chercher sur internet, sur des sites de rencontres. Et là-dessus, je vous laisserai découvrir parce qu'après je vais pas tout vous spoiler, mais il se trouve que ils commencent à avoir une relation épistolaire donc entre Millie et Reed par le biais de ce site de rencontre. Ce qui m'a un poil gêné dans cette histoire, c'est que Millie est au courant que c'est Reed, mais que Reed n'est pas au courant que c'est Millie quand ils communiquent. Et vous savez ce que je pense des problèmes de communication et tout ça dans les romans, c'est vraiment des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, et dans ce cadre-là, alors c'est expliqué, hein, Millie c'est un personnage qui est assez particulier puisqu'elle a des gros problèmes pour se confier, pour s'ouvrir d'une manière générale, et donc elle est plus à l'aise pour le faire par ce biais-là, par le biais des messages, etc. Ce que je peux comprendre parce que je pense que par certains côtés je fonctionne un petit peu de la même façon, et c'est effectivement beaucoup plus simple de se confier à quelqu'un quand il n'est pas en face de nous. Mais du coup, ça crée un déséquilibre par rapport à Reed qui n'était pas du tout au courant de à qui allaient ces messages. Donc voilà, c'est ce qui m'a le plus gêné, je trouve, dans cette histoire. Après, j'ai beaucoup aimé leur dynamique de relation tout de même. La partie, voilà, ils sont très très amis. En plus, voilà, ils ont vraiment une super amitié. Voilà, comment ça évolue en dehors de ce site de rencontre finalement. J'ai beaucoup aimé leurs échanges dans le site de rencontre aussi, qui sont très très drôles et vraiment très très chouettes. J'ai aimé le groupe d'amis, les dynamiques qu'ils ont, le fait que Millie soit criminologue et absolument passionnée par son boulot et complètement obsédée par les tueurs en série, etc. C'était très très intéressant. J'aime beaucoup ce que font Christina Lauren d'une manière générale en termes de romans. Je trouve que ils ont toujours des ambiances très très différentes, des problématiques différentes abordées, etc. Mais voilà, là ça m'a un peu gênée sur le plan communicationnel. Ça reste un très très bon moment de lecture, mais voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu ce souci-là, j'aurais encore beaucoup plus apprécié ce récit. J'ai passé un bon moment quand même, mais je lui reprocherais, je pense, toujours un peu ça. Et on arrête avec les Hugo, puisque je vais vous présenter de la fantaisie, un petit peu quand même, dans ces dernières lectures, puisque j'en lis toujours. J'ai enfin terminé Trois sorcières de Terry Pratchett, donc le tome 6 des Annales du Disque Monde. Je vous en ai parlé pour mon bilan du mois de la fantaisie. Je vous dis que je l'avais commencé mi-mai. Effectivement, j'ai vérifié quand je l'ai fini. Je l'ai commencé le 11 mai. Et je l'ai fini autour du 17 juin. Ça a été vraiment très très long puisque, comme je vous expliquais, c'était mon livre de travail, en gros, que je lisais quand j'avais 5 minutes au boulot, ce qui n'a pas été beaucoup le cas au mois de mai, et a été un peu plus le cas mi-juin, donc j'ai pu le finir à cette occasion-là. C'était une très très bonne lecture globalement, comme tous les Terry Pratchett que j'ai lus pour l'instant. J'adore toujours son style d'écriture, son humour, cette espèce de décalage permanent avec cet univers complètement loufoque où les tempêtes ont une conscience, où la lumière est rampante et complètement, enfin, défie complètement les lois de la physique, où les royaumes ont des personnifications un petit peu bizarres. Enfin voilà, il y a tout ce truc absolument génial où il va jusqu'au bout des métaphores et des fois ça donne des résultats complètement fous. Là, on est sur un truc qui, pour moi, est vraiment à mi-chemin entre le conte, la légende arthurienne, un truc un peu foutraque comme ça, avec des sorcières complètement qui sont à la fois toutes puissantes et à la fois juste des mamies gâteaux ou des mégères. Enfin, c'est vraiment très très chouette. C'est des personnages hyper intéressants à suivre, hyper sympas, et qui sont un petit peu embrigadés malgré elles dans une histoire de succession, puisque le roi du royaume se fait assassiner, son fils est envoyé très très loin pour essayer de le sauver, et les sorcières doivent gérer un peu le truc, et après elles se retrouvent à avoir des problème avec le nouveau roi en place, etc. Bref, c'est tout un bordel, mais c'était vraiment très 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 chouette, et la fin est vraiment digne des plus grandes tragédies shakespeariennes, comme ils le disent très bien dans la 4e de couverture. Mais il y avait encore une fois, comme je vous en
parlais dans mon bilan du mois de la fantaisie, des références à Hamlet avec ce duc qui arrive pas à enlever le sang de ses mains et qui finit par avoir 2 moignons sanguinolents. Ça peut être très trash, hein, même si c'est plutôt suggéré qu'autre chose. Il y a des références, enfin moi j'ai trouvé des vibes de Galavante, il y a des vibes de, comme je disais, des légendes arthuriennes, des contes de fées, etc. Enfin voilà, beaucoup de choses qui se passent dans ce livre. C'était un excellent moment de lecture. J'aurais aimé le lire plus vite, mais malheureusement le contexte a fait que, mais ça reste des très bons souvenirs. Je continuerai tranquillement mes analyses du monde. De toute façon, il m'en reste un paquet à lire, mais voilà, je vous les recommande si vous les avez pas encore commencé. Vraiment, c'est un univers qui est assez ouf et les livres sont très différents en termes d'ambiance les uns des autres, donc c'est ça qui est très chouette. Ça reste dans le même univers, ça reste le même esprit, mais c'est pas du tout d'une fois sur l'autre, c'est des choses très différentes et ça c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une novella, donc d'une nouvelle que j'ai lue et que je vous ai déjà présentée dans ma dernière vidéo à propos des prix Hugo, puisqu'en recherchant sur cette vidéo, je me suis rendu compte que la nouvelle en question était disponible gratuitement sur le site du magazine où elle a été publiée. Donc je me suis jetée dessus. Donc j'ai lu Guide sorcier de l'évasion, atlas pratique des contrées réelles et magiques de Alix E. Harraud, donc qui est publié dans le numéro 105 de Apex Magazine. C'est une nouvelle qui n'a pas été traduite, là je vous ai donné le titre français parce que le titre anglais c'est Witch's Guide to Escape a Practical Compendium of Portal Fantasies, mais mon accent étant ce qu'il est, je pense que c'est beaucoup plus compréhensible en français. Toujours est-il que c'est une nouvelle que j'ai absolument adorée. J'ai retrouvé avec grand plaisir le style d'Alix E. Harraud, alors que je connaissais pas en anglais puisque j'ai lu que une version traduite des 10 000 portes de January, mais que j'ai vraiment retrouvé très bien en anglais, donc je pense que la traduction est de très bonne qualité d'une part, mais que j'ai en plus adoré voir en anglais. J'ai trouvé qu'il était très accessible. Alors je lis relativement bien en anglais, mais je suis pas non plus extrêmement douée, et en plus en fantasy c'est pas forcément évident. Alors là, je dirais que c'est plus du fantastique que de la fantasy. En gros, on suit une bibliothécaire qui se trouve être une sorcière et qui raconte un petit peu son quotidien et ce que c'est de conseiller les livres dont ils ont besoin aux jeunes gens qui passent la porte de sa bibliothèque. Et c'est juste trop bien parce que s'il y a des références à tous les livres de fantasy que vous avez lus ou que vous avez jamais voulu lire. On parle du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter, de Agatha Witch, de Terry Pratchett, de Narnia, enfin de beaucoup de choses, malheureusement un personnage qui n'a pas une vie facile mais qui du coup se retrouve un petit peu dans ses pages et de pourquoi elle conseille tel ou tel livre, etc. Enfin, vraiment, j'ai adoré cette lecture, j'ai passé un très bon moment. C'est très court, ça se lit vite, mais encore une fois, si vous débutez en anglais, je pense que c'est relativement accessible, et le fait que ce soit une novella, c'est bien. En plus, elle est découpée en chapitres, donc ça permet quand même de faire des pauses si jamais. Comme je le disais, elle est disponible gratuitement sur le site du magazine, donc si vous voulez tenter, c'est quand même sympa. Voilà, moi c'est une novella que j'ai adorée. Comme je vous l'ai expliqué, elle a gagné le prix Hugo, donc voilà, encore une fois, ça confirme le fait que je suis très friande de ce genre de bouquins, et que Alix E. Harraud est une autrice à suivre pour moi. Voilà, donc je vous remets la couverture du magazine et puis le lien vers le magazine en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Et le dernier livre dont je vais vous parler pour cette vidéo, je l'ai fini aujourd'hui, à l'instant. J'ai lu The Lives of Saints de Laïs Bardugo, donc qui est le recueil d'histoires sur le panthéon du Grishaverse, qui est publié chez Milan, qui est absolument magnifique, qui est tout illustré, puisqu'en fait ce sont des récits de légendes sur quelques pages, jusque 5 je pense, donc à chaque fois sur un sein différent et illustré. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je l'ai moins appréciée je pense que de Ronces et Le Chant des Ronces, de la même autrice dans le même univers, qui est du coup une réécriture de contes où j'avais plus l'aspect des contes auxquels me raccrocher, et donc j'ai beaucoup plus apprécié, mais j'ai beaucoup aimé ce récit également, voilà, qui est beaucoup plus
basées sur peut-être des récits bibliques, alors je suis pas certaine, mais peut-être aussi des légendes russes. Je me suis posé la question à certains moments, il y avait des choses qui me rappelaient certaines choses, mais je les connais moins, donc c'est difficile de me baser dessus. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, il y a des références notamment à Alina et au Fold donc du Grisha. Donc c'est super chouette d'avoir le lien vraiment en plus que ce soit dans l'univers des Grisha, sachant que on comprend quand même que à peu près tous les 5 qu'on nous présente là étaient des Grisha. Donc voilà, il y a quand même le lien de l'univers, mais encore plus avec les personnages. C'était un très très bon moment de lecture, ça se lit extrêmement vite, mais c'est très très agréable. Après, c'est pas nécessaire pour comprendre le Grishaverse à mon sens. C'est vraiment plus un bel objet et un ajout à la collection si vous êtes fan, mais vous pouvez très bien vous en passer si ça vous transcende pas. Moi j'aime beaucoup les récits qui parlent de légendes dans les univers, etc. Quand c'est bien construit, c'est des choses que j'adore lire. Mais voilà, si c'est pas votre cam, probablement ça ne sera pas plus avec ce livre, sauf si vous êtes très très fan de Grisha. En tout cas, c'était une très très bonne lecture pour moi. J'ai passé un très très bon moment. J'ai découvert beaucoup de choses. J'aime beaucoup le style de Leigh Bardugo, surtout quand elle raconte comme ça des petites historiettes, des petites légendes. Je trouve que c'est toujours très 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 agréable et qu'elle a un regard un peu pince-torif sur certaines choses et voilà, c'est toujours très chouette. Donc voilà, très très bon moment de lecture. J'ai préféré Le Chant des Ronces, mais c'était quand même chouette. Et c'est tout pour cette vidéo. Du coup, je suis absolument dégoulinante, mais j'espère que ça ne vaut pas trop. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusque là. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en ce moment, s'il y a des livres que j'ai présentés qui vous tentent ou si vous en avez déjà lu certains. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.